Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le bonheur de recevoir via le téléphone et l'enregistrement Valérie Vesque-Jeancart, qui est la directrice générale déléguée de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Bonjour Valérie Vesque-Jeancart. Bonjour. Alors, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en vous demandant, mais en fait, la RMN, qui a un nom très difficile, pourriez-vous nous dire ce que c'est exactement? La Réunion des musées nationaux est une vénérable maison puisqu'elle a été créée en 1895 et à l'époque elle gérait l'ensemble des musées nationaux. Vous imaginez que ces missions ont évolué depuis puisque ces musées accueillent de plus en plus de public, ils ont développé des activités de médiation culturelle, des activités d'édition et d'exposition et donc ces missions ont évolué dans le même temps. Par ailleurs, un certain nombre de musées ont pris leur essor, ont connu la construction de bâtiments importants. Et donc, en réalité, aujourd'hui, notre établissement a deux grandes missions principales. D'abord, il gère en propre certains établissements, certains lieux. C'est le cas du Grand Palais, c'est le cas du musée du Luxembourg, et c'est le cas d'une douzaine de petits musées nationaux en France, qui vont du musée de Cluny, par exemple, le musée du Moyen-Âge, au château d'Écouen, qui est le musée de la Renaissance, au château de Malmaison ou à Saint-Germain-en-Laye. Et puis, parallèlement à ces missions de gestion directe de lieux, la Réunion des musées nationaux est également un prestataire de services pour les musées de plus grande taille, comme le Louvre, le musée d'Orsay, le château de Versailles, le musée Guimet, qui ont acquis une certaine indépendance dans la gestion quotidienne de leurs activités, mais qui font appel à nous pour l'édition de produits dérivés, pour la gestion de librairies-boutiques, pour la couverture photographique de leurs collections, pour l'organisation d'expositions ou pour la médiation culturelle, par exemple. Donc c'est vraiment une maison extrêmement riche avec un continuum d'activités culturelles et je dirais une vocation essentielle finalement qui traverse toutes ces activités, qui est de donner à tous l'accès le plus large à la culture et aux collections des musées. Alors, si j'ai bien compris, à votre public, vous ne proposez pas que des expositions. En effet, à notre public, nous proposons à la fois effectivement des expériences de visite dans des lieux qui possèdent des collections permanentes, c'est le cas d'un grand nombre des musées nationaux, des expositions temporaires qui permettent par des prêts d'œuvres venues du monde entier de mettre l'accent sur un artiste, sur une thématique et de créer un temps fort autour de ce thème. Nous proposons également des éditions, que ce soit des publications pour la jeunesse ou des catalogues d'exposition, mais également des éditions numériques. Et puis, évidemment, nous l'accompagnons dans ses visites, dans des ateliers pour enfants. Et nous lui offrons également la possibilité d'acheter des produits qu'il va pouvoir emporter chez lui pour garder une trace de son passage dans ces lieux muséaux. Alors, Valérie Vesque-Jeancart, vos expositions, vous pourriez nous détailler un petit peu certaines d'entre elles dont on parle beaucoup, puisque maintenant, on parle actuellement beaucoup de l'exposition Fragonard, de Picasso. Il y a eu également Chagall l'année dernière. Hein. Alors, nous essayons effectivement d'avoir dans les lieux que nous gérons une programmation qui soit la plus riche et variée possible. L'idée étant, je dirais, de maintenir à la fois un très grand niveau d'exigence en termes de qualité scientifique de l'exposition et en même temps d'accueillir un public extrêmement large, donc d'avoir une programmation populaire, mais je dirais au meilleur sens du terme. C'est ce qui nous a amené, notamment au Grand Palais, à proposer, à côté des expositions traditionnelles de peinture et de sculpture, aussi de la photographie, de l'art vidéo. Nous avons fait une exposition sur le jeu vidéo. Nous envisageons d'en faire aussi sur la bande dessinée. Voilà, donc d'explorer vraiment toutes les formes d'art et de culture. Alors, vous avez cité une des expositions que nous avons organisées en 2013, qui est l'exposition Chagall, que nous avions organisée au musée du Luxembourg, et qui a, je dois le dire, rencontré un très grand succès. Chagall est en fait un peintre à part, puisqu'il a traversé tout le XXe siècle, et donc emprunté à certains des mouvements d'avant-garde du XXe siècle, que ce soit le cubisme, le surréalisme, etc., tout en gardant toujours finalement sa voix singulière, avec du narratif, de la figuration, de l'allégorie. Et donc finalement, cette singularité fait que c'est un peintre qui est extrêmement apprécié du public,
guerre, connu l'exil. Donc je dirais que toutes ces thématiques-là sont revisitées par lui en même temps qu'un certain nombre de points fixes qui sont la scène natale, la tradition juive. En 2013, accueilli au Luxembourg un public extrêmement spontané. Beaucoup d'autres expositions Chagall ont été organisées de par le monde. Il y a eu notamment beaucoup d'expositions au Japon en 2013-2014. Et puis cette année encore, vous avez vu que Chagall est à l'honneur, à la fois à la Philharmonie de Paris, à la piscine à Roubaix, à Bruxelles, et il sera bientôt aussi à l'honneur à Nice, au musée Chagall, sur le thème des liens de sa peinture avec la musique. Et Fragonard au musée du Luxembourg actuellement? L'exposition Fragonard que nous accueillons actuellement au musée du Luxembourg a été conçue avec le musée du Louvre, qui abrite, vous le savez, un certain nombre des œuvres de l'artiste, et nous avons choisi de centrer notre propos sur le thème de Fragonard amoureux. Et Fragonard amoureux peut être aussi bien libertin que galant, et je dirais que les œuvres présentées explorent ces deux facettes de son œuvre, dans une scénographie qui est très attrayante parce que préservant le côté intime de certaines de ses œuvres, dans une ambiance un peu de boudoir. Donc je dirais que c'est vraiment une très jolie exposition qui rencontre du reste son public. Nous allons passer aux femmes avec Madame Vigée-Lebrun. L'exposition que nous présentons actuellement au Grand Palais sur Élisabeth Louise Vigée-Lebrun met enfin en valeur l'œuvre remarquable de cette femme peintre, portraitiste, de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Élisabeth Louise Vigée-Lebrun n'avait jamais eu de monographie encore dans un musée français, donc ce n'est que justice. Et elle est célèbre évidemment pour avoir été la portraitiste de toute l'aristocratie française à la fin du XVIIIe siècle, et notamment de la reine Marie-Antoinette et de ses enfants, avec des grands portraits que chacun d'entre nous a vu à un moment ou à un autre et qui se trouvent à Versailles. Donc l'exposition retrace la carrière d'Élisabeth Louise Vigée-Lebrun à travers l'ensemble de ses portraits, et raconte aussi l'histoire qui a été la sienne, puisque à l'issue de la Révolution française, elle a dû s'exiler et a entrepris un long périple d'une quinzaine d'années à travers toute l'Europe, et a dressé justement les portraits de cette aristocratie européenne, de l'aristocratie anglaise, italienne, jusqu'en Russie. Et je dirais que cette magnifique galerie de portraits témoigne aussi des habitudes vestimentaires, des mœurs de cette aristocratie du début du XIXe siècle. Donc c'est une exposition véritablement passionnante, à la fois par l'histoire de cette femme et par la qualité des portraits qu'elle a peints. Et l'exposition Picasso avec en même temps l'ouverture du musée Picasso qui a été de manière beaucoup plus récente, avec adaptation pour les handicapés et autres. Pourriez-vous nous en dire plus, Valérie Vesque-Jancard? Cet automne est effectivement extrêmement riche en termes picassiens, puisqu'il voit à la fois le nouvel accrochage du musée Picasso, un nouvel accrochage qui est très pédagogique, très dense aussi, puisqu'il fait découvrir des œuvres qui sont longtemps demeurées dans les réserves. Et puis, l'exposition que nous proposons au Grand Palais, en collaboration justement avec le musée Picasso Paris et avec le Centre Pompidou, que nous avons intitulé Picasso Mania, et qui confronte une centaine d'œuvres de Picasso, dont certaines rarement vues du public, puisqu'elles sont détenues par la famille Picasso, et 150 œuvres de peintres postérieurs à Picasso, que ce soit des peintres modernes ou des peintres contemporains, qui ont puisé à un moment de leur carrière leur inspiration dans l'œuvre de Picasso. Donc la confrontation s'appuie évidemment sur des toiles emblématiques comme les Demoiselles d'Avignon ou comme Guernica, mais aussi sur les portraits de Picasso, sur sa période cubiste, et on voit en réalité que les influences sont extrêmement diverses et extrêmement fortes. Sont présents dans l'exposition des peintres comme Jasper Johns, comme Roy Lichtenstein, des artistes comme Maurizio Catalan. Donc le spectre est extrêmement large de ceux qui ont puisé leur inspiration dans l'œuvre de Picasso, comme lui-même du reste
avait puisé la sienne dans les toiles des grands maîtres. Alors Valérie, je découvre que l'univers numérique va être à la portée de tout public. Nous avons effectivement depuis 5 ans engagé ce que je pourrais qualifier de révolution numérique, en nous disant que finalement notre public avait changé. Le public aujourd'hui, il est doué d'ubiquité en quelque sorte. Il est à la fois présent dans un lieu physique, mais il est aussi présent en ligne, il est accompagné d'une communauté virtuelle, il fait des recommandations. Et nous nous sommes dit que nous devions impérativement tenir compte de ces nouvelles pratiques culturelles dans la manière de nous adresser à lui. Donc nous avons beaucoup développé nos sites internet, puisque nous avons aujourd'hui une galaxie de sites internet, dont le plus récent est le site Images d'Art, auquel vous pensez sans doute, Monique. Tout à fait. Qui a été lancé en octobre 2015 et qui permet finalement de rendre visible une collection extraordinaire qui est la collection de notre agence photographique. Vous le savez peut-être, notre agence photographique a la charge d'assurer la couverture photographique des collections nationales et elle détient aujourd'hui à peu près 1 million d'images des œuvres des musées nationaux et 500 000 d'entre elles sont donc proposées en ligne pour que les internautes puissent avoir le plaisir de les découvrir, puissent avoir le plaisir de les collectionner puisqu'ils peuvent se constituer des albums personnels, un compte personnel et conserver leurs traces. Ils peuvent aussi les partager avec leurs amis sur les réseaux sociaux, ils peuvent les intégrer dans des sites internet, dans des blogs. L'idée, c'est celle vraiment d'une appropriation de ces images et d'une diffusion, d'un partage le plus large possible. Nous avons eu le souci également de créer ce que nous on appelle une API, c'est-à-dire une interface de programmation applicative qui permet à des développeurs d'utiliser ces images, d'utiliser aussi toutes les données qui leur sont associées, le titre, l'artiste, la période, la technique, la couleur dominante, et à partir de ces matériaux, donc de créer des applications, de nouveaux sites, voilà, dans l'optique d'une diffusion toujours plus large de ces collections. Et Valérie, la cerise sur le gâteau, je crois même savoir qu'il y a une page Facebook. Absolument, nous avons des pages Facebook, nous avons un compte Twitter, et je dois dire que le nombre de nos fans et le nombre de nos followers, pour utiliser le langage d'aujourd'hui, ne cesse de croître. En effet, nous avons aussi, je voudrais le souligner, Monique, lancé depuis 2 ans ce que l'on appelle des MOOC, qui sont donc des cours en ligne. Nous avons lancé le premier à l'occasion de l'exposition Auguste. Il était destiné au collège, puisque nous avons une action extrêmement forte en matière d'éducation artistique et culturelle, et nous avons voulu offrir aux professeurs et à leurs élèves ces cours en ligne qui leur permettent un accès facilité à un certain nombre de ressources. Fort de ce succès, nous avons voulu ouvrir ces cours en ligne au grand public et nous avons donc lancé l'année dernière, à l'occasion de l'exposition consacrée à Paul Durand-Ruel au Musée du Luxembourg, un MOOC sur l'impressionnisme, auquel 15 000 personnes se sont inscrites, donc c'était vraiment un succès. Et nous avons renouvelé l'expérience cet automne, puisque nous avons ouvert à l'occasion de l'exposition Picasso Mania un MOOC sur Picasso. D'ores et déjà, nous avons, depuis l'ouverture mi-octobre, là aussi 15 000 personnes inscrites et d'autres qui pourront prendre le cours en route, puisqu'en réalité, il y a 12 séances que chacun peut faire à son rythme. Si on est passionné, on peut à la limite en une journée faire l'ensemble des séances et sinon garder la surprise et découvrir semaine après semaine les propositions qui sont faites. Bravo, c'est vraiment magnifique. Et alors maintenant Valérie, les projets pour 2016? Alors pour 2016, nous aurons un programme extrêmement riche en matière d'exposition et extrêmement bigarré, puisqu'au printemps 2016, au Grand Palais, nous accueillerons une exposition de photographie de Sédou Keïta, grand photographe malien de la seconde moitié du XXe siècle. Photographie noir et blanc, mais extrêmement joyeuse, extrêmement facétieuse pour certaines d'entre elles, et qui donne toute l'idée de ce que pouvait être la vie à Bamako à la fin du XXe siècle. Côtoieront cette exposition plusieurs autres expositions, l'une dont le commissaire est Jean-Hubert Martin,
et que nous avons intitulé Carambolage, puisque l'idée de cette exposition est de mettre en résonance des œuvres d'univers extrêmement variés, puisqu'il y aura aussi bien des arts premiers que de l'art contemporain, de l'art ancien, des installations. Et l'idée est de trouver une sorte de fil d'Ariane entre chacune des œuvres. Ce peut être un détail de l'œuvre qui se retrouve de l'une à l'autre. Ce peut être un motif, ce peut être un matériau. Donc, sur le modèle de la comptine marabout, bout de ficelle, selle de cheval, nous allons établir un parcours qui, j'espère, séduira et amusera le visiteur. Nous proposerons également une exposition sur les céramiques coréennes. La céramique coréenne est un art majeur et des céladons aux céramiques blanches. Nous proposerons un parcours qui sera, je pense, éblouissant à travers cet art. Par ailleurs, nous avons choisi de faire découvrir au public français un peintre portugais, peu connu, mais dont l'œuvre est d'une grande singularité, Amadeu de Sousa Cardoso, dont nous présenterons une monographie et nous espérons que ce sera une belle découverte pour le public français. Son œuvre est extrêmement colorée. Elle est pour une part figurative et onirique, pour une autre part abstraite. Elle a inspiré beaucoup de peintres que nous connaissons, que ce soit Delaunay, Modigliani. Donc elle est vraiment à la croisée des chemins et nous espérons que, comme pour l'exposition Nold qui avait été présentée il y a quelques années, ce sera une belle découverte pour notre public. Et puis nous accueillerons dans la nef, comme c'est le cas maintenant tous les 2 ans, Monumenta, avec une édition qui est cette fois-ci consacrée à Huang Yongpi, donc artiste d'origine chinoise mais installé en France depuis une 30aine d'années, et qui a intitulé son installation Empire, puisque c'est un thème d'intérêt pour lui depuis plusieurs années que de se pencher sur ce que sont aujourd'hui les empires et ce qu'ils disent du monde et où ils emmènent le monde. Donc ce sera, je pense, une proposition spectaculaire et intéressante à la fois pour la réflexion. Et Valérie, pour faire plaisir à nos auditeurs de la région de Marseille, qu'est-ce qui est prévu pour Marseille ? Oui, vous le savez, Monique, depuis 2006, nous entretenons une coopération très étroite avec les musées de Marseille et également le musée Granet à Aix-en-Provence. Nous proposons chaque année une exposition que nous coproduisons. Nous venons juste de fermer l'exposition Future de la ville aux étoiles à la Vieille Charité qui a attiré près de 100 000 visiteurs. Et nous proposerons donc en 2016, à l'automne cette fois-ci, une exposition sur le rêve, très belle exposition, le rêve dans l'art moderne et contemporain qui sera proposée cette fois au musée Cantini à Marseille. Oh, c'est merveilleux, vraiment. Valérie, on pourrait rester avec vous des heures à l'antenne. Je vous remercie beaucoup. Donc, je rappelle Valérie Vesque-Jancard, qui est la directrice générale déléguée de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Valérie Vesque-Jancard, merci pour votre passage sur nos ondes. Je vous remercie également, Monique. À bientôt. Et à très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.